j'ai commencé mon travail universitaire justement par essayer de comprendre pourquoi, ce que disait Titi Robin tout à l'heure, pourquoi dans les mondes de la musique éditée, il y avait nous et des autres, et pourquoi ce nous était universalisé, et pourquoi pourquoi les autres étaient toujours renvoyés à des endroits, à des particularités, assignés à territoire, hein, pourquoi c'est musique du monde, comme si nous, enfin en tout cas un centre un peu hégémonique, ne faisait pas partie du monde. Donc évidemment, ça m'a amené à regarder un peu l'histoire coloniale de nos collections de disques, y compris nos collections de disques de musique du monde. Donc j'ai commencé par travailler sur Okora Radio France, qui est par ailleurs une magnifique collection, hein, mais voilà, qui a participé à instituer aussi une certaine forme de relation à la tradition. Pourquoi est-ce qu'on a ces conceptions un peu fixistes de la tradition? Et puis à essayer de travailler aussi sur l'ensemble des médiations qui constituent nos mondes des musiques éditées. Et puis donc je fais ce travail critique pendant plusieurs années, tout en reconnaissant l'extrême importance en fait, hein, de ce qui avait été aussi enregistré, conservé, mis en circulation. Et de fait, les réflexions, elles sont aussi autour de... On peut toujours... effectivement, cette catégorie de musique du monde, elle a une histoire problématique. Elle a été problématisée par les acteurs eux-mêmes aussi, hein, beaucoup. Elle apparaissait comme problématique pour les producteurs, pour les éditeurs. Voilà, il y a eu comme une gangue difficile à enlever, mais je pense que ça vient. Et puis aussi, voilà, ce premier trajet. Et puis, plus récemment, en parallèle, en fait, je me suis aussi toujours beaucoup intéressée, parce que, évidemment, se mettre à l'écoute du monde, c'est aussi se mettre un peu à l'écoute de ceux et celles qui écoutent également avec nous. Et donc, je me suis intéressée aux pratiques musicales, et pas simplement aux pratiques de création, mais aussi aux pratiques d'écoute de mes voisins, voisines, dans les quartiers populaires de nos villes, et puis aussi de nos voisins, voisines qui transitent par ce territoire qui est aussi un territoire de frontières, et donc des personnes dites en exil qui viennent se heurter à la violence, hein, de cette frontière ici de notre façade maritime. Et donc depuis, voilà, j'ai entamé un autre travail de recherche dans les campements de la région, notamment à Grande-Synthe, hein, qui n'est pas très loin d'ici, qui a été donc j'ai commencé à travailler là-bas en 2015, et puis en 2016, pendant une période où il y a eu une tentative en fait de construction d'un camp, d'un lieu d'accueil pour les personnes qui traversent, qui tentent de traverser. Et donc, voilà, donc ce camp de la Linière qui a brûlé en 2017. Et puis, j'ai continué à travailler notamment en association avec un théâtre de Calais qui s'appelle le Chanel pendant plusieurs années. Et puis, je continue à travailler à la frontière ici. Et donc j'ai travaillé avec des musiciens et musiciennes qui passaient et transitaient par ces espaces, puisque certains et certaines ils sont là, ont des pratiques de jeu. Je me suis intéressée aussi à leurs instruments, comment certains instruments arrivent aussi à rester actifs, on va dire, dans des endroits qui sont aussi des endroits de très grande violence. Donc on a travaillé par exemple sur la biographie d'un saz avec un des musiciens qui avait réussi à amener son instrument. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un saz, hein, mais c'est comme un luth avec un très grand manche. Donc c'est un instrument qui est très fragile. Et de fait, cet instrument dans le campement avait une aura incroyable. Il suscitait énormément d'intérêt. Puis en même temps, c'était un peu miraculeux qu'il soit effectivement là, que des gens, ces musiciens l'entretiennent, changent les cordes, réussissent à trouver. Enfin, ces instruments qui sont très peu fabriqués. Il y a un luthier à Paris, en France, qui fabrique ça. Donc c'est des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup.
Et donc voilà, on travaillait sur cette histoire d'instrument. Et puis assez rapidement aussi, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les pratiques aussi d'écoute et comment le camp était habité par la musique, comment la musique en construisait aussi l'espace. Et puis comment, quand on a vraiment plus la possibilité d'habiter un espace à soi, qu'on est contraint d'habiter en transit, la musique permettait justement d'instaurer un espace à soi, hein, meubler en fait l'espace en musique. Ce sont des pratiques qu'on a tous et toutes, hein, on travaille je sais pas, on passe par une chambre d'hôtel, peut-être certains viennent de loin, on fait ça hier soir en arrivant dans le lieu où ils habitaient, hein, de mettre leur téléphone et puis de se dire cette chambre d'hôtel un peu impersonnelle, je la fais mienne. En musicalisant l'espace, j'y mets mes tentures musicales, j'y mets mes fauteuils, j'y mets du mien et je me l'approprie. C'est un acte aussi très important. Et donc j'ai un peu à peu compris pourquoi la musique était si présente sur les campements et si importante dans les vies en transit. Ces vies en transit, c'est pas la vie des autres, ce sont des vies de voisins, voisines de ce territoire. Et les situations de transit sont des situations auxquelles on a très fortement intérêt à comprendre, parce que ces formes-là aussi de vie, ce sera peut-être les nôtres, hein, à un moment donné. On l'a vu avec le bombardement de l'Ukraine, et hop, d'un coup, voilà, finalement, des choses qui ne pouvaient pas être imaginées deviennent possibles. Donc ce ne sont pas des histoires extraordinaires des autres, hein, ce sont celles de personnes qui font leur vie et qui font leur vie en transit. Donc et la musique joue un rôle extrêmement important. Évidemment, la musique, elle tombe pas du ciel comme ça, dans ces espaces. Elle s'inscrit et elle est rendue possible, la musicalisation de ces espaces, par nos technologies voilà, d'écoute, de jeu. Alors, je vous ai parlé de l'instrument, de ce saz et de ces musiciens. Et il y a eu beaucoup sur le camp de Grande-Synthe aussi de solidarité, hein, de musiciens, musiciennes qui amenaient des instruments, qui venaient jouer avec des difficultés à avoir des choses précieuses dans cet espace, dans cet endroit, qui est quand même un endroit de violence aussi. Et puis, bien sûr, la chose, le dispositif qui accompagne le transit, qui est le téléphone portable, et qui rend possible la musicalisation des espaces et de manière très facile. Enfin, plus ou moins facile, en fonction aussi d'une autre infrastructure, hein, de communication, qui est l'accès au Wi-Fi, ou en tout cas l'accès au réseau, qui va permettre d'aller sur des plateformes, d'aller sur YouTube. Et vraiment merci Titi Romain d'avoir montré YouTube. C'est quelque chose sur lequel peut-être je pourrais revenir, hein, sur les qualités d'hospitalité de cette plateforme aussi, qui est particulière, même si par ailleurs c'est Google, même si par ailleurs c'est un GAFAM, même si par ailleurs nous devons maintenir notre esprit critique sur ces géants de l'Internet. Il n'empêche que c'est la plateforme voilà, qui est sans doute aujourd'hui la plus hospitalière à plein de formes musicales. Alors qu'est-ce que j'ai donc au départ, donc dans mon travail, j'avais suivi un peu plutôt des disques, des morceaux enregistrés, le travail des éditeurs, des producteurs, etc. Et puis là, je voyais qu'il y a ce que disait tout à l'heure, hein, ces cultures souterraines. Alors moi, j'appelle ça aussi, ces cultures souterraines, en fait, elles animent des territoires circulatoires un peu, donc des formes de territoires qui se construisent dans et à partir de la circulation des personnes, circulation des productions musicales, circulation donc de fait aussi des esthétiques. Et ces territoires circulatoires, ils sont constitués vraiment dans et par la circulation. C'est un peu leur voilà. Et c'est ces territoires qui abritent aussi et qui permettent la constitution aussi de ces formes de culture souterraine. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ensemble? Qu'est-ce qu'on pouvait écouter aussi dans ces espaces? Encore une fois,
qui est intéressant dès qu'on tend un peu l'oreille et qu'on va s'intéresser aux pratiques des personnes avec qui on vit, c'est que jamais personne n'est réductible en fait, hein, n'est assignable complètement. Et donc, Grande Sainte était un camp majoritairement kurde, très très majoritairement kurde, donc irakien. Donc évidemment, sur les téléphones, il y avait de la pop irakienne kurde, il y avait un peu de folk kurde, peut-être aussi de la folk pan-kurde, mais il y avait aussi des stars de la musique turque, et notamment des stars comme Moen, qui est un chanteur extrêmement... pardon, pas turc, Moen, pardon, je me trompe, et Begim, c'est... voilà, je fais un petit coup d'Alzheimer. Donc, les grandes stars de la musique turque qui sont Ibrahim Tatlıses, pardon. Ibrahim Tatlıses, c'est un géant, une voix d'or et tout ça. Mais pareil, pour trouver Ibrahim Tatlıses aujourd'hui en France, c'est peut-être pas dans la musique éditée, hein, qui est construite aussi pour une certaine oreille, qui n'est pas du tout universelle, mais qui a été une oreille construite, hein, voilà, des clients et des publics imaginés par les éditeurs de disques aujourd'hui. Donc Ibrahim Tatlıses, ce qui est intéressant, c'est qu'Ibrahim Tatlıses, il est très nationaliste turc en fait. Il est kurde, il n'a qu'une berceuse à son répertoire comme musique kurde, et sinon il fait de l'arabesque, qui est vraiment la musique, la musique turque, et il revendique son nationalisme turc. Donc, et pourtant, les personnes, et notamment les femmes kurdes du camp, étaient absolument fans d'Ibrahim Tatlıses. Elles écoutaient ça tout le temps. C'est un chanteur aussi un chanteur de charme, on pourrait dire. Et donc, il y avait quelque chose d'intéressant dans ce décalage aussi entre voilà, un monde qu'on pourrait facilement classer, cloisonner en fonction des influences politiques, en fonction des origines ou des points de départ des personnes. Et évidemment, ils écoutaient aussi Beyoncé. Et donc, mais évidemment, mais comme nous, tous et toutes. Et donc, c'est en m'intéressant à ces pratiques, puis aussi en m'intéressant aux formes de cosmopolitisme particulières, hein, qui se créent dans ces camps, notamment parce que il y a énormément de monde qui vient du monde entier, enfin en tout cas qui venait de toute l'Europe, hein, pour aussi soutenir, aider, comme une forme d'investissement solidaire assez fort, avec parfois des biais humanitaires et puis parfois une vraie solidarité politique. C'était très, très différent. Mais de fait, ces campements sont devenus des formes, des espaces, hein, dans lesquels ce sont comme un peu des scènes musicales cosmopolites. Et parce que, évidemment, on fait et on écoute avec ses voisins et ses voisines. Voilà. Donc voilà un peu pour ce travail. Et donc je voulais juste, j'avais écrit en fait un texte, et puis je me rends compte que j'ai rien lu. C'est peut-être mieux en fait en vrai. Et voilà, donc je me suis intéressée un peu à, voilà, il y a d'un côté des productions culturelles qui ont besoin d'un certain type d'infrastructure, hein, pour circuler, YouTube, puis quand même des gens qui le mettent sur YouTube, quand même parfois des éditeurs, etc., qui organisent comme ça des circulations, puis la circulation des personnes elles-mêmes, et puis des endroits où il y a une conjonction en fait de ces circulations-là, et qui sont ces espaces, en tout cas pour nous, de camps. Mais on va trouver évidemment la même chose dans nos quartiers d'immigration, de nos villes, voilà, qui vont aussi abriter des formes plus ou moins cosmopolites. À Calais aussi, où j'ai travaillé, ce qui m'a beaucoup intéressée à Calais, c'est que là, une scène locale, on pourrait dire oppositionnelle, se construit aussi avec et grâce à la circulation des personnes. À la fois, elle se construit politiquement. Je pense à des artistes comme Lou Blaster, par exemple, que les gens de la région connaissent peut-être, hein, qui est une artiste calaisienne, à la fois musicienne, vidéaste, artiste plasticienne, qui est incroyable, et qui fait vivre vraiment aussi une scène alternative calaisienne, où le groupe Tout est politique, etc., qui sont des groupes qui sont aussi connectés parce qu'ils se sont engagés pour défendre des politiques d'accueil. Et voilà. Et donc cette scène-là, elle est aussi nourrie par les rencontres avec les personnes qui passent. Elle est nourrie bien sûr des langues, notamment
enfin, voilà, plein de langues, mais je pense par exemple à des bénévoles et des artistes qui se sont mis à apprendre le tigrinien, par exemple, voilà, et qui du coup vont l'utiliser comme matière pour créer. Et donc, voilà, ces scènes frontières sont aussi des scènes de création et chacune va générer des formes de cosmopolitisme un peu particulières en fonction des conditions politiques, en fonction des types de relations aussi qui vont se constituer localement. Et puis, bon, dernier espace, du coup, cet espace de YouTube, et on voit bien dans les plateformes qu'on va utiliser, comme les plateformes de streaming différentes, à quel point elles peuvent être, on peut les regarder à partir d'autres critères que celles peut-être qu'on a habituellement dès lors qu'on s'interroge sur les usages. C'est sûr, en France, ben voilà, on a Deezer, Spotify, d'autres plateformes, et puis YouTube, et on se dit, bon, ben voilà, ce sont des plateformes. Mais on voit bien la différence entre Deezer et Spotify qui sont directement connectés au monde de l'édition discographique, avec ses conventions et avec ses publics imaginés, et sur lesquels vous aurez beaucoup de mal à trouver de la pop afghane ou des choses qui sont produites pour les marchés locaux notamment, mais qui en revanche, hein, c'est dit locaux, parce que nous aussi on a un marché local en vrai, sauf qu'on se pense toujours plus global que, voilà, parce qu'on a plus de pouvoir, c'est vrai. Et donc, en revanche, ces artistes-là vont être disponibles sur YouTube. Et il y a donc une qualité de cette plateforme, hein, d'être hospitalière et donc de pouvoir supporter aussi, soutenir, je veux dire, ces pratiques d'écoute. Alors, je voulais terminer juste, par justement retravailler sur cette question à la fois cette question de l'hospitalité et de se dire comment on fait pour travailler autour de cette notion et comment cette notion-là, elle peut aussi venir nourrir des pratiques, puisque vous êtes, médiathécaire, donc je pense que l'hospitalité, c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien, en fait, hein, dans l'accueil des publics, et on sait que les médiathèques ont été des lieux et sont des lieux très importants pour les personnes justement qui passent et qui ont besoin d'espace pour pouvoir se poser en sécurité, se poser en tranquillité, récupérer aussi de la santé mentale, comme on dit aujourd'hui, et donc d'avoir des espaces sûrs, en fait, dans lesquels pouvoir se ressourcer. Moi j'appelle ça bien sûr des refuges ou des oasis qui sont extrêmement importants dans ces vies heurtées à la violence de la frontière. Et donc je voulais finir par lire juste une toute petite citation d'une autrice que j'aime beaucoup, avec qui je chemine, qui s'appelle Camille Louis, et qui reprend un peu cette question de l'hospitalité. Alors, comment on fait pour maintenir vivants, ouverts, hospitaliers nos espaces et nos institutions? Comment on fait pour pouvoir les habiter ensemble et puis prêter oreille à nos voisins et voisines? Et elle dit que l'hospitalité, évidemment, n'est pas la charité. Elle n'est pas simplement faite de générosité envers cet autre que d'emblée on reconnaît comme son ami. Elle est, comme l'indique son étymologie, une conjugaison d'hostilité et d'accueil. Elle implique forcément la mise au travail d'une certaine conflictualité, non dans la visée de sa résolution, mais bien plutôt dans le façonnement d'un terrain de cohabitation où se mêlent proximité et distance, acceptation et friction. Elle est un processus long, d'intensité variable et de fragilité constante, qui en fait moins son problème ou son défaut de vitalité, mais au contraire sa qualité. Le drame de l'hospitalité nous présente toujours cette dernière comme une abstraction, toujours quelque chose qu'on vise et puis qu'on n'atteint jamais, une idée que l'on ne peut que se représenter. C'est toujours un peu caricatural, et pour Camille Louis, sa dramaturgie, donc il y a d'un côté le drame et de l'autre côté la dramaturgie est tout autre. Elle vient remettre du mouvement, de l'ergone, au lieu d'une action finie, le drama. Une action définie, mais du même coup éloignée de l'usage, qui se dit aussi ergone en grec, et de l'expérimenter. La politique de l'hospitalité, conçue comme une perpétuelle inclusion, douloureuse et chanceuse, de l'altérité qui perturbe, hétérogénéise, mais du même coup rend vivant. Voilà, c'est
C'est donc pas forcément simple, mais si c'est ce qui nous rend vivants, alors je trouve que ça vaut sans doute le coup de maintenir ça. Du coup, ce travail sur les campements et à Calais a donné voilà, j'en ai parlé sous plusieurs formes, évidemment des travaux académiques. J'ai fait mon habilitation à diriger des recherches pour être professeur. Elle est disponible en ligne si vous voulez sur la plateforme HAL si ça vous intéresse d'entrer dans le travail académique. Et puis j'ai aussi fait une chaîne de podcast qui permet d'entrer dans les playlists et les écoutes que des personnes avec qui j'ai travaillé. Et donc ça s'appelle Radio Fréquence Monde. Et puis il y a une performance aussi, une lecture musicale que je suis ravie de venir faire régulièrement. Voilà. Et là, et que d'ailleurs Régis a accueilli au conservatoire. Merci beaucoup. On va discuter. Et puis voilà, juste pour terminer, du coup, je voulais vous faire écouter cette petite playlist et c'est un petit clin d'œil aussi à Titi Robin. Voilà. De Yacine. La musique, ce n'est pas son truc a priori. Il n'en écoute pas beaucoup, mais quand même, il connaît les nouvelles stars de la scène éthiopienne et il danse un peu en me montrant les clips qu'il a trouvés sur YouTube. Malgré la frontière bien fermée entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la musique semble avoir trouvé une faille. Et nous regardons Kibra Moses se promener dans les rues d'Addis Abeba. Des garçons souriants semblent y danser, comme en apesanteur. Et pourtant on sait, et la présence de Yacine à Calais nous le rappelle, la violence n'est pas loin. D'ailleurs, la musique qu'il a avec lui, enregistrée dans la mémoire de son téléphone, ce n'est pas celle-là. Il porte avec lui un petit bout du monde, qui parle des connexions qui le relient à un univers tellement plus vaste que celui dans lequel on voudrait l'enfermer, à plus d'un chemin que celui trop long qui l'a conduit d'une ville d'Érythrée à Calais. Ce petit bout de monde tient dans une série de clips qu'il a enregistrés sur son portable. Ces vidéos, il les a enregistrées depuis YouTube. Elles sont coincées entre une recette de crêpes érythréenne qu'il s'est promis de réussir un jour et l'extrait trop drôle d'un film qu'un ami lui a envoyé. On l'imagine, les mains dans la pâte, en train de pétrir au rythme bollywoodien de ses clips préférés. Celle qu'il préfère et le fait sourire, c'est Aila Aila Kol Me Gaya, une chanson romantique et légère d'un film indien sorti en 2003 et au succès foudroyant. Deux danseurs amoureux s'embrassent, vent dans les cheveux, au bord d'un lac de montagne. Ils sautent entre les rochers enneigés et les sapins. Les mains des danseurs s'envolent, moins signifiantes que dans le Bharatanatyam, cette belle danse classique et codifiée où chaque geste a un sens. Mais tout de même, elles volent, presque détachées des bras des danseurs. Elles acquièrent leur vie propre, libre. Cette séquence musicale du film a été tournée dans le parc national BANFF, dans l'Alberta, au Canada, bien loin de la poussière des rues érythréennes. Fiscalité avantageuse, grands espaces et professionnels des effets spéciaux y attirent chaque année des tournages de films des industries du cinéma en wood, Hollywood et Bollywood. Aila Ail Kol Me Gaya est un clip monde. Morceau de film indien propulsé dans les box-office mondiaux par la force de Bollywood, découpé et posté sur la toile. Tourné dans les paysages canadiens, il accompagne la route de Yacine, jeune érythréen, bloqué à la frontière, à Calais.
Eh ben, merci beaucoup, Émilie. Je vous propose d'applaudir. On va garder, si vous avez des questions, des réflexions, gardez-les dans un tête ou marquez-les dans un coin. Peut-être que les 3 interventions vont nourrir ça. Et on va garder ce temps après les 3 interventions pour échanger. Voilà, sur tout ça. Régis, maintenant, qui va nous parler du projet Exil qu'il a mené à Dunkerque. Bien, alors d'abord bonjour à vous tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui parce que je ne sais pas si c'est une simple coïncidence ou pas, mais Émilie a été invitée au conservatoire lors de la journée pédagogique avec son spectacle pour animer un débat. Et ensuite, Oued, elle avait ouvert la saison du conservatoire avec Orpheus 21. Donc, on ne s'est pas concerté, mais ça s'est fait comme ça. Donc, il y a sans doute quelque chose de logique dans cette coïncidence. Alors, moi, je suis Régis Kerkhoff. Alors, je suis effectivement un ancien directeur, mais un jeune retraité. Normalement, ça aurait dû être Olivier Carreau, qui est le nouveau directeur depuis la rentrée du conservatoire, qui aurait dû être présent parmi nous aujourd'hui, mais pour lui, c'était un petit peu difficile de parler de ce projet, parce que ce projet s'est déroulé en 2021 sur 2 ans, 2021-2022. Donc c'est pour ça qu'il m'a demandé si je voulais bien représenter le conservatoire pour parler de ce projet. Donc ce projet qui s'appelait Musique, Voyage, Parole, Exil. Alors c'est un projet forcément qui était en phase avec le projet d'établissement. Donc si pour certains ça les intéresse, le projet d'établissement est sur le site du conservatoire, qui est basé effectivement sur la notion de diversité. Alors effectivement les conservatoires depuis quand même 30 ans ont vu leurs actions aussi bien pédagogiques de diffusion vraiment se diversifier. Mais d'ailleurs, pour nous, c'est une notion qui est vraiment importante parce que, un des critères sans doute des plus importants de la démocratie, c'est l'organisation de la diversité. Et donc, pour faire court, donc le projet d'établissement, on peut le résumer en 3 termes: visibilité, lisibilité et accessibilité. Alors là, à partir de là, il y a 2 constats qui se sont posés. Donc, c'est effectivement le développement de la diversité des conservatoires, forcément celui de Dunkerque, s'est fait simplement, enfin comme beaucoup, s'est fait simplement dans un seul sens. C'est-à-dire que les projets, la diversité s'est développée de façon descendante. Si je prends par exemple, nous on a les orchestres, on a une grande pratique collective au sein du conservatoire. Même dès le premier cours, c'était un cours collectif pour les instruments, même pour les chanteurs. Et on a transposé ça, cette démarche pédagogique, ces orchestres, dans les écoles, par exemple. Alors, c'est très bien en soi, mais ça reste quand même une dimension toujours descendante, c'est-à-dire sur des propositions qui sont faites par le conservatoire vers les habitants. Alors, ce qui est déjà pas mal, c'est déjà bien, mais l'idée, c'est donc le constat, ce qui manque, c'est effectivement, et c'est pas forcément facile à mettre en place, sont des projets ascendants, c'est-à-dire des projets qui partent de l'habitant, des amateurs, et qui sont remontés vers le conservatoire. Bon, une fois que c'est posé, c'est pas forcément facile à faire, mais ça vaut le coup de s'y atteler, parce que même si on regarde ce projet Musique, Voyage, Parole, Exil, l'équipe de Dunkerque d'enseignants, ce sont des gens très passionnés, qui sont très bien formés, qui font très bien leur travail, mais moi, souvent, je me demandais, je dis, mais comment ils font les enfants là, qui écoutent beaucoup de musique sur YouTube, par exemple, maintenant, tous les enfants écoutent de la musique très tôt, et quand ils viennent au conservatoire, je me demande comment ils font, parce que c'est pas du tout leur univers, quoi. Et rarement, on part de ce qu'eux, ils vivent, de leur entourage, de ce qui... Et parfois, je me demande comment ils font pour
un peu pour résister, même si il ne faut pas perdre ce qui est fait jusqu'à présent au sein des conservatoires. Par contre, il y a vraiment ce travail, cette réflexion, vraiment de travail de partir vraiment au maximum, d'engager des nouvelles démarches par rapport au projet ascendant. Et du coup, je me suis dit, ben, il y a quand même toute une population qui n'est pas touchée, même si on a la chance à Dunkerque d'avoir quand même pas mal d'élèves, puisqu'on a 1000 élèves, plus inscrits au conservatoire, plus de 1000 scolaires qui sont touchés chaque semaine. Mais quand même, il y a toute une population qu'on ne touche pas au niveau du conservatoire, alors que les tarifs sont pas chers, hein, ça peut être même gratuit encore en fonction des âges. Et notamment, une population qui a un lien avec l'exil. Soit un lien par rapport à leur histoire, ou tout simplement parce qu'ils le vivent encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, cette population a la tendance à être très discrète, voire peut-être trop discrète, presque être invisible. Et même quand ils pensent qu'ils connaissent par exemple le conservatoire ou les activités du conservatoire, très souvent il y a une autocensure et qui fait qu'ils se disent ben, c'est pas pour nous, alors que ça devrait l'être. Donc ben, ce projet qui s'appelle donc Musique, Voyage, Parole, Exil, c'était avant tout un projet d'aller vers les habitants, mais même aussi vers les parents d'élèves et les élèves du conservatoire qui ont un lien avec l'exil, parce que souvent ben, il y avait même des professeurs qui ne savaient même pas que leurs élèves ou les parents ils étaient complètement liés à une histoire en lien avec l'exil. Et du coup, on ne voulait pas non plus que ça soit un projet tiré par le folklore, ni l'exotisme, et pas scientifique non plus. On voulait surtout que ça soit un projet qui reste de l'ordre du sensible. Alors, par exemple, donc il y a eu un travail de collecte, hein, je vais expliquer après les 4 phases du projet. Donc on pouvait enregistrer des personnes qui savaient pas bien chanter, ou très très mal, ou qui amenaient des choses au conservatoire qui n'étaient pas du tout finies sur une façon de penser classique. Le but, c'était avant tout de rester sur le terrain sensible et de retrouver des émotions, pour certains, parfois enfouies. Donc, on a voulu développer un travail à partir des collectes, donc vraiment tout âge, de toute génération, de tous horizons. Et pour faire court, hein, ce travail de collecte, après, il a été repris par un compositeur qui était en résidence et retravaillé soit directement parfois avec des élèves qui jouaient cela en audition, ou alors en situation de concert. Donc ça, j'expliquerai un petit peu après. Ben, en fait, ça s'est déroulé sur 2 années, donc 21-22. Ça a été un petit peu compliqué, notamment à cause du Covid. Hein, et puis donc ça n'a pas toujours été simple à ce niveau-là. Mais donc on a pu bénéficier aussi de personnes, des médiateurs qui pouvaient intervenir dans les quartiers, donc pour aller effectivement chercher ce public. Parce qu'en fait, effectivement, ça c'était quelque chose d'important, parce que en plus l'histoire de l'école de musique du conservatoire de Dunkerque, c'était une école éclatée à un moment donné qui s'est centralisée. Donc le lien avec les quartiers, on ne les avait pas forcément très bien, ou un petit peu perdus, même si on intervenait beaucoup dans les écoles. Donc ben, ces médiateurs ont fait ce travail d'aller vers la population. Ils ont travaillé aussi avec des associations que tu connais, le Dunkerque, hein, qui travaillent avec les migrants, notamment. Donc, en fait, pour faire un peu court, il y a eu 4 phases dans ce projet. La première phase, c'était la notion de collecte. Alors, ce qui a été significatif, c'est que donc c'était basé sur des entretiens, faire parler d'abord, hein, pour beaucoup de professeurs qui étaient très consciencieux, eh bien, ces entretiens, c'était une angoisse. C'était une angoisse, alors que
normalement, en plus, quelqu'un, par exemple, qui est professeur de violon, il fait quand même du face-à-face, il n'a pas 30 élèves d'un coup. Enfin, c'était une angoisse parce que c'était quelque chose que je me suis aperçu qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de dialogue. Du coup, on a demandé, on avait prévu quand même une formation de 2 jours avec Marie Balthazar, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Mais ça a été dur à gérer ce stress et cette angoisse. Ils étaient un peu perdus. Donc, parce qu'en fait, peut-être que la parole, le dialogue, c'est peut-être pas leur langage de départ. Hein. Et puis, encore une fois, c'était presque inverser les rôles, quoi. C'est-à-dire que le professeur, c'est plus lui qui décidait tout seul, qui proposait un programme, un cursus. Tout d'un coup, il faut aller partir de ce qu'un enfant de 8 ans pouvait proposer, quoi. Et donc ça, c'était pas forcément évident. Alors que, tu parlais de YouTube, hein, je fais une petite diversion, c'est le métier normalement d'enseignant, il faut toujours être bon musicien, il faut toujours être bon pédagogue, mais ce qu'il a énormément changé, c'est par rapport à cette notion de référence. C'est-à-dire que, par exemple, quand moi j'ai commencé la musique, il n'y avait pratiquement pas de concert, tout au moins en région, hein, où c'était l'orchestre d'harmonie. Il n'y avait pas de concert professionnel, ou très très peu. Alors, moi j'étais tubiste, hein, je jouais du tuba. Il y a quelques années, avoir un disque de tuba en France, c'était pas évident. Donc il fallait parfois connaître un marin qui allait aux États-Unis en leur disant tu peux pas essayer de trouver un disque voilà, de tuba. Donc c'était vraiment la référence, il fallait jouer comme le prof, enfin, etc. Et par contre, ce qui a changé, effectivement, c'est que maintenant, si vous parlez par exemple de tuba, dans l'instant même, un élève peut prendre YouTube et puis trouver un tubiste de l'Afrique du Sud. Donc, alors du coup, ça veut dire aussi que du coup, le professeur n'est plus le seul référent et que ça doit plus aller uniquement dans un sens descendant. C'est-à-dire que le professeur, c'est toujours un pédagogue, c'est toujours un musicien, c'est toujours un artiste, mais seulement il y a une dimension supplémentaire, nouvelle, c'est la médiation. Et ça, c'est un peu compliqué encore à faire, à se développer, parce que ça va pas venir en 5 minutes. Hein. Vous connaissez sans doute les CFMI. Hein, j'en ai discuté pas mal à un moment donné avec Jean Liège. Je pense que ça devrait être un des rôles des dumistes. Alors, du coup, donc il y a eu cette phase de collecte. Ensuite, dès qu'on pouvait, on retransmettait ce qui était collecté de façon très brute pour certains, hein, aux compositeurs en résidence. Et ça, c'était une deuxième phase. Et dans la troisième phase, ça a été aussi des concerts tout le long de l'année, enfin pendant les 2 années, et presque systématiquement, à part par exemple Orpheus 21, c'était un ensemble forcément de renommée internationale et professionnelle, mais dans beaucoup de concerts, on a cherché à interagir des musiciens locaux qu'on a découverts. Alors, par exemple, je pense à Haussmann. Haussmann, c'est un Kurde, hein, qui était à Dunkerque depuis pas très longtemps, qui travaille comme interprète à l'hôpital, mais qui est musicien. Et tu le connais. Et donc, avec Haussmann, par exemple, on l'a intégré dans plusieurs démarches au sein du conservatoire. Il est venu écouter des conférences, parce qu'il y a eu beaucoup de conférences autour de cette thématique. Alors, je vais encore dire musique du monde, mais c'est vrai que le terme, il n'est pas forcément bien approprié. Haussmann est venu à plusieurs conférences, il est venu à des masterclass, il a joué avec les élèves, il a fait lui-même des présentations de la musique kurde, notamment une ici, à la Bible, et donc on avait fait, aux compositeurs en résidence, donc on avait fait 2 commandes, c'est le fait de travailler les collectes qu'on lui remontait, mais aussi on lui avait fait 2 commandes à côté de ça, enfin une commande pour son ensemble, le compositeur c'était Axel Nouveau, qui a un ensemble qui s'appelle Palace Mirror, sont des musiciens professionnels de très haut niveau.
et auquel on a rajouté, alors c'était, le titre c'est l'Odyssée africaine, hein, donc sur les origines notamment plus ou moins du jazz, hein, et là, Omar a été intégré avec ses propres mélodies dans sa création. Il a joué au spectacle avec eux, ainsi que Mehdi. Je ne sais pas si Tony le connaît. Mehdi, c'est quelqu'un qui joue, que j'avais rencontré en Algérie, qui est français, mais j'avais rencontré en Algérie, qui joue du oud électrique. Donc là, presque avec Omar, en prenant que Omar, on avait pratiquement le projet, il synthétise à lui tout seul pratiquement le projet complet. C'est-à-dire qu'on est allé vers lui, il nous a renvoyé plein de choses aux élèves, que ce soit les élèves du conservatoire, du public plus généraliste, par exemple ici. Il a pu s'exprimer en tant qu'artiste, il a pu discuter avec des musiciens, il a pu aussi jouer avec des musiciens. Donc ça, c'était par exemple un des projets. Ensuite, il y a eu plein de micro-projets, hein, donc des auditions d'élèves, des concerts dans le cadre de la saison. Bon, je ne vais pas vous les détailler. Et enfin, il y a eu un travail de répétition et de restitution qui était plutôt sur la fin de partie de l'année 2022. Dont un des derniers concerts, donc c'était, ça se passait au théâtre. Donc la première partie de ce concert, on a retrouvé des pièces que Axel Nouveau avait arrangées pour les ensembles du conservatoire, donc des orchestres à cordes, orchestres à vent, des chœurs, à partir du travail de collecte. Et donc certaines collectes étaient chantées ou interprétées. D'ailleurs, Omar, il a chanté une berceuse, et il y avait, je ne saurais plus dire son prénom, un percussionniste qui habite Grande Sainte, tu dois le connaître. Ça va me ressortir, bon, je l'ai noté, mais en fait, j'ai mal écrit, j'arrive pas à me relire, alors ça fait bien, mais j'arrive pas à me relire, c'est pas grave. Et donc ça, c'était la première partie, donc un concert participatif, hein, avec des élèves, que ce soit des scolaires, hein, qui ont participé, ou les élèves du conservatoire. Et la deuxième partie, alors c'était un peu plus, enfin, c'était du gospel, hein, c'était le Messie de Handel, mais revu en gospel. Donc, et là, c'était des profs de jazz qui accompagnaient. Et donc là, il y avait beaucoup de chœurs, et donc il y avait 200 choristes à peu près. Donc, par rapport aux divers projets, hein, qui se sont déroulés, et puis notamment les concerts, pour moi, il y avait une série de concerts qui comptait beaucoup. C'était effectivement de trouver une forme de nouveau concept. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais ça s'appelait les Samedis du Monde. Donc une fois par mois, il y avait un concert qui était dédié à un pays, et c'était une carte blanche à un professeur ou à un artiste local. Donc par exemple, il y avait par exemple le Japon. Donc c'est parce qu'on a il y avait enfin toujours là, le professeur de piano Maiko Inoue qui est professeur de piano, qui est concertiste sur le plan international, qui a eu cette carte blanche. Et l'idée, c'était qu'il y avait un côté un peu familial et proche de la vie des gens. Alors, Maiko, elle a pu inviter des artistes de musique traditionnelle japonais, alors qu'elle est plutôt pianiste, elle fait beaucoup de musique contemporaine. Et donc là, il y avait déjà une découverte de la musique japonaise. Mais dans l'après-midi, par exemple, il y a eu des ateliers de danse, des ateliers de jeu. Et aussi, on avait invité, il y a une usine, ça peut paraître bizarre, hein, mais il y a une usine tout près de Dunkerque, de tracteurs, Kubota. C'est une usine japonaise, et j'avais demandé au directeur de l'usine de venir et de me faire un petit mot avant le concert,
pour parler pourquoi ils se sont installés ici à Dunkerque et comment il avait vécu son arrivée à Dunkerque et comment il vivait encore à Dunkerque. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert cette usine, hein, mais aussi pour la façon, la différence de conception de vie au niveau des personnes. Entre autres, lui, il était fort surpris, par exemple, que le dimanche, les Français se promenaient en couple sur la ligne. Donc, ça fait un peu rire, mais c'est au premier degré. Mais en fait, il y a les différences comme ça de concepts par rapport au travail, de vie, de la vie privée. Eh bien, le fait de pas forcément bien connaître ces choses-là, eh bien, on ne vit pas forcément bien ensemble. Et dès l'instant qu'on se connaît un petit peu mieux dans nos habitudes, dans les concepts, dans les visions de vie, ça va quand même un peu mieux pour le vivre ensemble. Et donc, et c'était suivi à chaque fois ces concerts. C'était une réception avec des produits aussi bien au niveau boisson que gastronomie japonais, quand c'était japonais, quand c'était la Pologne, c'était sur la Pologne par exemple. Et donc c'était un horaire le samedi à 18 h. Normalement le concert ne devait pas dépasser 1 heure, c'était gratuit et du coup c'était normalement un... C'est pas pour faire autrement que les concerts habituels qui doivent se maintenir, parce que effectivement les concerts qui se passent par exemple au bateau-feu, même au conservatoire dans le cadre de la saison, ça c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Mais je pense qu'on a aussi un travail à faire important pour changer un peu certains concepts de concerts et qui les rendent plus proches de la population. Ben voilà, pour l'instant. Merci beaucoup. Voilà, ouais, tu nous entends? Oui. Ah bah on t'entend. Bah merci de participer. Tu aurais dû être là, mais c'était un peu compliqué avec les transports. Mais tu es là avec nous. Comme tu m'as demandé avant de te donner la parole, je vais diffuser la vidéo que tu m'as demandé de passer en intro, sauf si tu veux dire un mot avant. Ouais. Ok. Ça c'est le deuxième vidéo qu'il faut passer. La première vidéo où Jordi part là. Mais c'est pas grave. Il y a des musiciens qui sont d'origine syrienne, mais de tradition kourde. Il y a des musiciens qui sont... Les grands-parents étaient arméniens, mais qui sont nés en Syrie, mais qui sont en relation aussi avec des cultures très anciennes. On fait ce travail pédagogique avec ces différents musiciens d'origine de ces cultures, avec les jeunes qui sont dans les pays européens.
pour aider que ces cultures se perpétuent à travers cette transmission qui est essentielle. Donc le projet a à ses côtés aussi de faire connaître ces répertoires, mais aussi d'aider à que ces répertoires puissent continuer à être vivants. On leur donne cet espace parmi nous et ils sont les bienvenus. Mais il faut qu'il y ait aussi dans notre travail comprendre que nous sommes chacun comme l'autre. Il n'y a pas un préféré que la deuxième. Tous, elles ont la même statut, elles ont la même place pour s'exprimer et aussi pour échanger. On laisse nous proposer des morceaux de leur répertoire et nous aussi à notre tour, on leur fait apprendre notre répertoire avec Jordi Savall. On a une vingtaine de musiciens réfugiés qu'on a sélectionnés de partout. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont à Barcelone, en Allemagne, en Norvège et en différents pays. Et donc, Waep et Muslim travaillent avec eux. On a fait des masterclass pour écouter ce qu'ils ont comme répertoire, pour que chacun participe dans ces répertoires et apprennent à jouer ensemble ces répertoires. On les a fait travailler aussi des musiques de répertoire du Moyen-Âge, de répertoire français, des stampilles royales, des stampilles italiennes, des cantigas, pour qu'ils apprennent aussi notre musique, mais dans une époque où le langage musical est pareil. Parce que le langage des cantigas ou des stampitas, c'est aussi des mélodies sur lesquelles on improvise et sur lesquelles on en remonte. En fait, et je dois avouer que j'ai commencé à apprendre à bien jouer les cantigas et les troubadours et les stampilles après avoir travaillé avec des musiciens orientaux. Il y a des enchaînements de morceaux de... On peut arrêter peut-être. Et ça devient un seul morceau avec un seul air. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je peux commencer? Tout à fait, tout le monde te regarde. Bonjour. Très heureuse d'être avec vous ce matin en visioconférence et désolée de ne pas pouvoir être avec vous sur place. Et merci de nous avoir donné cette opportunité de parler de notre projet Orpheus 21 avec Jordi Savall. Avant de commencer ce projet, en fait, on était sur le terrain avec Jordi en 2016, avril 2016 à Calais, dans le camp de réfugiés de Calais. Et aussi, on était en juin 2016 en Grèce. On était le premier musicien d'entrer dans le camp de réfugiés et donner 1 heure de musique pour ces gens qui ne sont pas forcément de musiciens, mais aussi c'était aussi de rencontres et d'échanges avec eux, d'être attentif à leur écouter. Et c'était pas facile. Vous connaissez très bien les problèmes et d'avoir des autorisations pour entrer dans des lieux comme ça. Et c'était pas aussi facile pour nous de trouver des musiciens réfugiés ou migrés qui, surtout, accéder aussi pour travailler avec des enfants réfugiés qui sont arrivés en France ou en Europe. Tout ça passe par la côté administratif aussi. On peut pas faire monter des enfants sur scène sans des autorisations particulières. Donc Jordi a décidé de faire quelque chose pour aider ces musiciens qui arrivent en Europe pour redémarrer leur carrière et en fait leur donner, si on peut dire, une boîte des outils pour pouvoir présenter leur propre répertoire, mais comment présenter ou faire un concert, donner un concert dans une culture qui est pas qui est différente de leur culture et leur société.
avec la fondation de CIMA, Fondation de musique antique à Barcelone, la fondation de Jordi Savall, et la Saline Royale en France, avec aussi une autre association en Norvège et aussi une autre association qui est basée à Dole, Copagir, qui est pris en charge la côté administratif de papier. On a réussi d'obtenir une aide de l'Union européenne en 2016 et pour lancer ce projet. Et on a commencé, la première étape, c'était de sélectionner des musiciens. Et en fait, avec Jordi, avec son propre répertoire, on a dit qu'on peut travailler qu'avec des musiciens qui viennent d'une tradition orale, c'est-à-dire dans un lieu qu'ils transmettent leur musique à l'oreille et qu'il y a cet espace qu'on peut faire un dialogue entre la musique médiévale, savarade, comme a dit Jordi dans le vidéo. Et c'était la première sélection en novembre 2016 à la Saline Royale. Et on a choisi 21 musiciens. Bien sûr, il y avait des musiciens qui sont arrivés, qui sont déjà connus dans leur pays. Et deuxième étape, c'était comment faire travailler ces musiciens ensemble. On avait des musiciens qui viennent de Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Et comment travailler tous ensemble et faire quelque chose ensemble. C'était notre deuxième étape. Et en fait, c'était pas facile parce qu'il y a certains qui n'acceptaient pas de jouer que leur propre musique. Surtout des musiciens qui étaient basés en Norvège, des musiciens afghans. Et il y a aussi l'autre problème qui est ce musicien qui vient d'une tradition orale, elle ne lit pas des partitions, où il y a des systèmes de notation différents l'un de l'autre. Et donc, pour nous, c'était de faire de longs séjours à la Saline Royale, de 3 jours à 1 semaine chaque fois. Et pas seulement qu'on fait des workshops, qu'on leur parle, chacun est présent, il joue une pièce de son répertoire. Mais en fait, ça passe aussi pour moi, c'est quand on mange ensemble, on parle. Qu'est-ce que vous avez, quel rituel, vous jouez cette musique pour musique de travail, un chant de travail ou musique dans le rituel mariage, funérailles. Et c'était comme ça qu'on a commencé à échanger. Et après, moi j'ai remarqué, après le repas, le soir, surtout l'été, ils ont commencé de faire des rencontres entre eux, sans passer par nous, les musiciens qui travaillent avec Jordi Savall. Et ils ont commencé de jouer, c'est-à-dire surtout qu'il y a des musiciens kurdes qui viennent de Iran, de Turquie et de Syrie. Parfois, on a le même morceau, mais chacun elle joue avec de petits changements. Et ils ont commencé à échanger, à se connaître à partir de leur musique. Et là, j'ai commencé de voir que ça va mieux. Donc, on a passé 7 à 8 mois avant de donner le premier concert avec ce musicien. Et donc, le fait de partager quelque chose dans la vie quotidienne, c'est pas seulement de répéter ensemble. Et ça, c'était très important pour ces musiciens qui viennent d'une tradition orale, en prenant en compte dans certains rituels, c'est-à-dire, on dit par exemple dans la musique arabe, le plus important, c'est la poésie, c'est les paroles, et c'est pas la musique. La musique, qui vient en deuxième, parce que c'est toujours, il y a la poésie chantée. Et en fait, s'il n'y a pas dans le public qui est quelqu'un qui ne comprend pas les paroles, parce qu'il faut agir à un certain moment, qui dit « ah oui » ou répéter les mêmes mots, le musicien, elle pense ah, c'est pas bien, peut-être ils n'ont pas aimé. Donc, de leur expliquer comment ça se passe et comment on peut construire un programme pour donner un concert ici en Europe, c'est pas comme chez eux. Donc, c'était ça l'idée de ces longs
résidence de 7 mois à la Saline Royale. Et troisième étape, en fait, on ne peut pas monter tous ensemble sur scène. Parce que c'est trop. On a fait ça en 2019 avec Jordi à la Philharmonie de Paris. C'était très riche. Et en fait, troisième étape, c'est comment en fait mettre de musiciens qui ont des codes culturels dans leur musique qui ressemblent. Par exemple, les musiciens kurdes ensemble. Après, les musiciens qui viennent de Asie, ils peuvent faire quelque chose ensemble. Et donc, on a commencé de travailler sur les aires culturelles et construire un programme qui convient chaque 3-4 musiciens. Et quatrième étape aussi, on a commencé de leur présenter la musique qu'on joue avec Jordi Savall, la musique safarade, médiévale. Et en fait, il y a certains qui disent « Ah, je peux pas lire », il faut en fait, ils écoutent plusieurs fois le morceau pour qu'ils puissent jouer avec nous. Et aussi, il y avait bien sûr cette rivalité, cette sorte de rivalité entre surtout les solistes. Si quelqu'un fait un solo, il faut que l'autre elle fait un solo. Et on a passé aussi de temps à leur dire c'est pas nécessairement que chaque concert que vous faites un solo. On joue ensemble parce que les musiciens et les chanteurs-chanteuses, ils ont la même place dans notre famille Jordi Savall. Pour nous, les musiciens de Orpheus, de Espérion, qui ont travaillé avec Jordi depuis longtemps, c'était notre signe de leur transmettre comment on travaille avec Jordi Savall ou comment Jordi Savall travaille avec nous. Parce que on a appris avec Jordi que chacun ou chacune a sa place. On travaille une sorte dans une famille, que chacune a sa place et aussi pour arriver à faire quelque chose de beau à la fin. Ça, c'est le plus important. Donc, on a fait notre premier concert de groupe de 5 personnes que moi j'ai dirigé. C'était dans le festival du Sud à Arles. Mais on a fait les répétitions à la médiathèque de la Halle à Paris. Et ça a commencé. Et en fait, c'était très intéressant, très important, parfois il y a des musiciens qui étaient très touchés et pleuraient. Le fait qu'ils vont arriver à monter sur scène, surtout les musiciens qui viennent pour la première fois en France ou en Europe. Et on a fait aussi avec le conservatoire à Saint-Denis, avec le festival de Saint-Denis aussi, travailler avec des groupes de 13 enfants âgés entre 8 et 13 ans qui viennent de Bangladesh, d'Algérie et d'Afrique, qui sont nés en France et aussi qui n'ont pas l'opportunité de faire des activités culturelles. On a travaillé pendant 9 mois avec ce groupe des enfants et moi je partais qu'une fois par mois, mais les musiciens de Orpheus qui étaient sélectionnés, il y avait 3 musiciens qui étaient basés à Paris, donc ça leur donnait aussi un petit travail. Ils ont commencé de recevoir un salaire fixe chaque mois pour qu'ils travaillent avec ces enfants au conservatoire de Saint-Denis. Et c'était notre objectif de travailler avec ces enfants sans obligation. C'est-à-dire, on a acheté 4 instruments d'Albuka, percussionnistes, et leur donner d'exercices de comment on travaille avec notre corps avant qu'il y a un instrument musical, et avec les mains de faire des rythmes, d'exercices de respiration, et après apprendre quelques chants traditionnels. On avait des musiciens kurdes et il y avait des chanteuses de Bangladesh et moi, de chants arabes. Et
Il y a certains qui ont commencé à réagir, à apprendre. Il y a certains qui font rien, en fait. Et surtout, il y a un garçon de 12 ans qui n'a pas accepté de faire ni des exercices de rythme, ni de respiration, ni de chanter. Il est resté comme ça 4 mois. Moi, je dis, ok, si tu ne veux pas être active avec nous, tu peux juste écouter. Et un jour, elle est revenue vers moi pour me dire, est-ce que je peux vous faire écouter la musique que j'aime? Je lui dis, bien sûr. Et en fait, lui a me montré sur un lien vidéo YouTube qu'est-ce qu'elle aime, de musique, des variétés. Et à ce moment-là, lui a commencé à parler avec moi et a commencé en fait, à faire, à chanter avec nous, d'apprendre de jouer quelques exercices rythmiques et tout ça. Après, j'ai compris qu'il lui a des problèmes dans sa famille. Et le temps que je pense qu'il lui a compris qu'il y a une place pour chacun et chacun peut s'exprimer dans cet atelier. Et donc, lui a commencé à être très actif, même à la fin, quand on a donné un concert le journée le 20 juin 2018, avec la présence du ministre de la Culture. Lui n'a pas réalisé qui lui a monté sur scène et chanté. Et en fait, on ne peut pas donner l'argent aux enfants, mais on a redonné un chèque de FNAC. Ils étaient très, très contents et ils ont commencé à nous demander ce sera quand le prochain concert. Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas d'obligation dans la question de transmission. Si on transmet quelque chose, au contraire, on donne cet espace libre aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer en liberté, avoir une place, mais aussi qui, même on présente tout, nous les musiciens, un enfant qui a un problème, il va venir vers nous pour à la fin partager et ressentir qu'il est en sécurité. C'est ça qui est notre objectif à partir de ce travail avec les enfants et question de transmettre des transmissions. Et quand ça a commencé à vraiment la première année de faire ce travail d'échange, de partage entre les musiciens en Orpheus, à partir de l'année 2019, on a commencé de mettre des projets précis, de faire des résidences pour Orpheus 21, qu'on a donné, je pense en 2021, le concert à Dunkerque, c'était La Voix lointaine. Et l'année dernière, on a fait un projet qui s'appelle La Voix de la nature. C'était surtout après le confinement qu'on a remarqué que la nature a repris la souffle, qui a commencé à entendre les oiseaux et même le mouvement de vent qui caresse les feuilles des arbres. Donc on a fait ces résidences pendant une semaine à l'abbaye de Fontfroide. Et on a donné plusieurs concerts. Et cette année, on va faire une résidence qui s'appelle le projet SIMPAD. Et donc, on continue avec... il y a certains musiciens, après avoir donné des concerts avec Jordi Sabal et Orpheus 21, ils ont commencé de recevoir des invitations de festivals en Europe et en France. Donc, ils ont commencé, c'est-à-dire de redémarrer leur carrière professionnelle, et ça nous fait plaisir. Et l'objectif aussi d'aujourd'hui, qui c'est pas nécessairement qui Orpheus 21 s'il continue et ne continue pas, mais ici il y aura d'autres projets qui peut être leur objectif la même chose que Orpheus 21. Donc, je pense maintenant qu'on peut écouter le deuxième lien où il y a des enfants à partir de 1 minute 57, quelque chose comme ça. Okay.
C'est un peu brusque, je suis désolé. Donc ce concert était seulement avec 6 enfants, donc c'est pas tous les groupes des enfants, parce que c'était fait à Festival des Besançons en 2019, je pense. Merci beaucoup, Wahed. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Alors, il nous reste un petit quart d'heure pour échanger. Si vous avez des questions, s'il y a des réflexions qui sont nées de ces 3 échanges. Alors, je vais me déplacer. Avec ça, on va tenter comme ça. Oui, bonjour. Cette réflexion autour du métissage, en fait, de la rencontre de la musique en terre d'exil, et je dis en terre d'exil, en période d'exil en tout cas, exil le plus souvent forcé, voire quelquefois des déportations, me parle beaucoup, me parle énormément, puisque la démarche musicale, de recherche musicale en exil donne naissance le plus souvent à des créations originales et fort intéressantes. Je vous renvoie à la période d'esclavagisme, ne pas revenir dessus vraiment, mais autour d'un instrument, par exemple le tambour, qui a donné naissance à la rumba à Cuba, à la bomba à Porto Rico, ou au goka, qui est maintenant inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ou même le belé en Martinique. Donc toutes ces formes musicales sont nées justement de la croisée des chemins entre populations et ethnies différentes d'Afrique, notamment indiennes aussi, puisque les Indiens ont aussi, je ne dis pas débarqué, mais ont immigré aussi dans la Caraïbe, et autour d'un instrument fort qui était le tambour, qui était en fait un instrument d'unicité, on dira, mais aussi de résistance, et beaucoup de résistance, puisque le tambour a été, je vous rappelle, à l'origine de, bien qu'on parle de Chelsea, bref, à l'origine de la révolution esclavagiste en Martinique, par exemple. Mais ce tambour-là a servi à la naissance de beaucoup d'autres musiques, et maintenant a fait émerger d'autres courants encore, tels que qui prennent place au sein de festivals tels que le festival Begin Jazz, par exemple, avec une collaboration très étroite entre musiciens de la Caraïbe et d'autres formes musicales sous-jacentes
qui n'émergent pas à ce qu'on appelle de la musique underground et qui justement trouvent leur lieu d'exposition et pas de création, mais d'exposition ou de visibilité au sein de certaines médiathèques, notamment la médiathèque du Lamatin. Je ne veux pas trop parler dessus puisqu'on ne dispose que d'un quart d'heure, donc juste parce que ça m'ébranle quand on parle d'exil et de musique, voilà. Merci. Il y a un exemple qui est très important dans les nouvelles esthétiques, c'est le jazz. Le jazz, c'est tout simplement la rencontre entre deux cultures, la culture africaine et européenne, sur un autre territoire. Et s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, il n'y aurait pas eu le jazz. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette prise de parole qui nous permet aussi de remettre un peu d'histoire. Il y a sans doute le point commun, c'est aussi que ces relations, elles se constituent dans la violence. Et ça, c'est clair, et que ces phénomènes de créolisation, voilà, là, ils sont sans doute, ils se font écho par rapport à la violence de la situation d'aujourd'hui. Mais aussi de dire, évidemment, là, on a un focus sur les questions, peut-être que vous serez d'accord, et par rapport à ce qu'on a entendu aussi tout à l'heure, voilà, on a un focus sur nos situations d'exil contemporaine, parce qu'aussi ils sont singuliers à cause de cette violence-là, même s'il y a des échos avec d'autres endroits et d'autres histoires. Mais je renvoie aussi là, je veux dire, là, je vais faire Radio Fréquence Monde la semaine prochaine dans un musée d'archéologie des migrations. Donc, en fait, voilà, ces mouvements datent pas d'hier, les formes de vie cosmopolites qui soutiennent aussi la possibilité de la création, elles apparaissent à plein d'endroits. Alors là, il y a de la violence là maintenant, mais c'est un phénomène qui est très long. Puis je renvoie là, je m'étais dit qu'il fallait pas oublier le travail de Naïma Yahi, qui est historienne et qui en ce moment fait un gros travail, notamment pour reprendre aussi l'histoire du rail, par exemple, ici, et qui, voilà, et pour, Barbès, ses quartiers, voilà. Et donc, je me dis aussi, parfois, en nous entendant sur nos projets, qu'est-ce qui se passe maintenant pour qu'on ait besoin vraiment de dispositifs spécifiques? Qu'est-ce que ça dit de notre monde? Aussi, le fait que, voilà, on a les artistes qui arrivent, oui, ils sont en exil, mais d'autres avant eux ont été en exil, puis là, on met en place des dispositifs spécifiques, on en a besoin. Qu'est-ce que ça dit aussi du fait qu'on se rétrécit et que du coup, on est obligé d'aller au chausse-pied, ou avec des projets magnifiques, mais parfois pour faire de la place, pour rendre hospitalier. Et c'est un travail qui est de plus en... Je ne sais pas, voilà, c'était juste une question en ce moment. Je la partage. C'est l'occasion, si vous voulez. Écoutez, à ce moment-là, on va laisser mûrir tout ça. Nous, l'idée dans cette première table ronde, c'est justement de peut-être... on n'a pas de proposition clé en main à faire, mais peut-être que tout ça va nourrir vos réflexions. C'est comment les bibliothèques peuvent s'insérer dans ces réflexions-là qu'on a eues depuis ce matin, que ce soit Titi qui parle justement de faire venir ses amis dans des bibliothèques qu'il ne fréquentait pas avant, jusqu'aux répétitions qu'on a pu accueillir. C'est comme ça qu'on avait rencontré Wahed, et accueillir des témoignages. Je pense qu'il n'y a pas une solution clé en main, mais l'idée de cette table ronde, c'est peut-être nous, dans nos métiers, de se poser la question comment on peut participer à tout ça, et au moins de se mettre en démarche, d'aller voir autour de nous les personnes clés, contacts, comme il y en a ici à Dunkerque, mais comme il y en a certainement autour de chez vous, pour participer à tout cet élan. Justement, moi je voulais rebondir sur Régis Karkov qui disait qu'il faut s'ouvrir et faire venir les gens chez nous et faire découvrir. Moi en novembre, à la médiathèque de Lonne-Plage, on a fait découvrir la musique baroque, qui aussi qui est en train de mourir tout doucement parce qu'on la perd. Et on a travaillé avec le collège, avec des quatrièmes et les Fables de La Fontaine. Et ces enfants ont redécouvert la musique baroque au point que le projet, on a fait venir la chanteuse lyrique du Conservatoire de Dunkerque, en lien avec le concert d'Astrée, et qui a permis à eux de travailler sur le chant baroque, de le découvrir, et ça leur a donné envie d'aller à l'opéra, tout simplement. Ils ont dit à leur prof, on a été voir à l'opéra, sur le site de l'opéra de Lille, et on a envie d'y aller, on a envie d'aller voir un opéra.
Donc je voulais rebondir sur ça, sur la médiation que nous, en bibliothèque, on fait sur la musique. C'est important, parce que ces enfants de 4e, ils sont habitués au R&B, à la soul et à d'autres styles plus contemporains. Et là, ils ont découvert une autre musique qui est à l'origine de tout ça. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, bon appétit et à tout à l'heure pour les ateliers. Merci beaucoup.